À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode d'À l'écoute de la petite enfance. Ici Camille Desrochers, technicienne en éducation à l'enfance, technicienne en éducation spécialisée et en voie de complétion du certificat en soutien pédagogique. Je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Comme c'est le premier épisode, je veux juste qu'on mette les bases ensemble, donc je trouve important de vous mettre en contexte. L'idée de créer une émission en lien avec la petite enfance m'est venue car je trouve qu'il y a tellement de sujets qui sont tabous, méconnus ou qui nécessitent simplement d'être partagés en lien avec la clientèle des 0 à 5 ans. Je veux donner la parole à des professionnels qui nous présentent des faits sur les sujets traités. L'émission s'adresse à toutes les personnes qui côtoient des enfants de 0 à 5 ans, intervenants, parents, familles. Le but est d'éduquer et de sensibiliser les gens sur des sujets qui entourent la petite enfance afin de mieux accompagner les jeunes enfants dans leur développement global. Chaque épisode est dédié à un concept qui est discuté avec un professionnel ayant une expertise précise avec cette clientèle. C'est donc ce que c'est à l'écoute de la petite enfance en résumé. Avant de plonger dans le vif du sujet avec mon invité, je tiens également à vous parler de la savonnerie artisanale Jadis, entreprise d'ici qui offre des produits naturels, écologiques et faits à la main comme dans le temps. Les 10 premiers invités d'À l'écoute de la petite enfance reçoivent un beau paquet cadeau de leur part. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à leurs produits. Un grand merci à vous, Julie et Anna. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, dans le studio du C'est Fou 89.1, je suis très contente de recevoir Judith Isabelle, enseignante en technique d'éducation à l'enfance au Collège La Flèche, pour aborder le sujet des différents milieux de garde. Pourquoi aborder ce sujet? Parce que bien que le projet des garderies éducatives à 5 $ par jour a été apporté en 1997 par la ministre de l'Éducation et de la Famille de l'époque, Mme Pauline Marois, plusieurs parents et même intervenants ne sont pas nécessairement à l'affût du fonctionnement du système et de ses subtilités. L'épisode de ce jour est pour démystifier les différentes offres de services de garde à l'enfance de la province. Donc, je vais faire une petite mise en garde juste avant de passer enfin la parole à mon invité. L'épisode se veut vraiment informatif. On n'est pas ici, ni Judith, ni moi, pour émettre une préférence ou une opinion en lien avec les services de garde éducatifs à l'enfance. Maintenant que tout est vraiment dit et qu'on se connaît un petit peu mieux, après ce très long préambule, il est temps de se saluer. Donc, bonjour Judith et bienvenue sur l'émission. Merci. Bonjour Camille. Allô. Ça me fait plaisir d'être là. Mais je suis bien contente de l'entendre et moi, je suis vraiment contente de te recevoir comme première invitée sur le podcast car je crois que tu es vraiment là, la personne parfaite pour nous parler de ce sujet. En passant, là, pour elle et moi, c'est la première fois qu'on est en ondes, qu'on enregistre en studio. Donc, c'est notre première. Donc, soyez un petit peu indulgents. Mais je suis vraiment contente de partager cette expérience-là avec toi. Donc, je vais te laisser te présenter. Merci Camille. Bien, comme tu m'as si bien présenté, Judith Isabelle, je suis d'abord et avant tout éducatrice en centre de la petite enfance. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans et maintenant enseignante en technique d'éducation à l'enfance au Collège La Flèche de Trois-Rivières depuis 7 ans. Je suis enseignante au régulier. J'ai enseigné à l'attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance toujours. Je suis superviseur de stage au régulier, à l'intensif, à l'attestation d'études collégiales aussi et maintenant spécialiste aussi de contenu à la RAC, donc c'est-à-dire la reconnaissance des acquis et des compétences, tous des beaux termes avec lesquels on va discuter plus tard. Bien, c'est super. Puis en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu te recevoir sur l'émission. Tu as vraiment un bagage là, plus que significatif et les connaissances pour nous parler des différents milieux en toute impartialité. C'est vraiment important pour moi de recevoir une invitée qui était en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble du système actuel parce qu'il y a tellement eu de changements dans les dernières années et c'est encore en mouvement à l'heure actuelle là, en petite enfance. D'ailleurs, aujourd'hui, là, on va vraiment parler de 3 principaux types de services de garde qui sont régis par le règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance ainsi que par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Le premier étant le centre de la petite enfance qu'on appelle plus communément le CPE. Est-ce que tu peux nous faire un petit survol de ce que c'est un CPE, Judith? Bien, en fait, un CPE, c'est un organisme à but non lucratif qui offre dans ses installations des places qu'on dit subventionnées, ce qu'on nomme aussi comme étant des places à contribution réduite, c'est-à-dire qu'un parent va payer 9,10 $ par jour pour son enfant. Un CPE, c'est dirigé par un conseil d'administration et il faut qu'au minimum 2/3 des membres de ce conseil d'administration-là soient des parents usagers du CPE.
Super. Donc, ça, c'est vraiment là, le premier milieu là, qu'on retrouve, en fait, qui est le plus connu et commun au Québec. Mais on a aussi la garderie et le service de garde en milieu familial. Effectivement, une garderie, bien, c'est une entreprise privée à but lucratif. Donc, c'est une personne comme toi ou moi qui décide d'investir, qui décide de se De se partir, en fait, là, une entreprise, là. Effectivement, je cherchais mes mots, là, il y a un peu de fébrilité dans l'air. Donc, c'est ça. Donc, c'est une entreprise privée, donc, et elle peut offrir des places qui soient subventionnées ou non. Si la garderie, pardon, n'offre pas de places subventionnées, le tarif journalier est à la discrétion de la garderie. Maintenant, le service de garde en milieu familial accrédité par un bureau coordonnateur. Bien, d'abord, qu'est-ce qu'un bureau coordonnateur? C'est un organisme agréé par le ministère de la Famille qui va coordonner les services de garde éducatifs à l'enfance sur un territoire précis. Donc, l'éducatrice qui travaille, donc la responsable, qui travaille dans sa maison, qui travaille dans un service de garde en milieu familial, elle offre, comme je le disais, dans sa résidence privée, le service de garde. Le bureau coordonnateur, lui, va lui émettre une reconnaissance qui va être renouvelable aux 5 ans. La personne responsable, elle peut choisir d'offrir des places à contribution réduite ou non. Si elle ne les offre pas, bien, tout comme la garderie, le tarif journalier sera à sa discrétion. Dernièrement, oui. En avril 2022, donc c'est encore tout frais, le projet de loi 1 a été déposé, adopté, au Québec, là, à l'époque de M. Lacombe, qui était ministre à ce moment-là. Donc ça, c'est une loi qui vient abolir les services de garde en milieu familial non reconnus, les services de garde en milieu familial privé, à partir du 1er septembre 2026. Donc, le ministre de l'époque leur a donné 4 ans, soit pour s'accréditer à un bureau coordonnateur ou bien de fermer parce qu'à partir du 1er septembre 2026, ce sera alors illégal d'offrir un tel service. Oui, puis ça, dans le fond, ça a créé là, beaucoup de mouvements, justement, au niveau là, de la petite enfance. On voit des migrations aussi d'éducatrices vers des CPE, on voit des éducatrices là, se fermer ou bien là, aller s'accréditer avec le bureau coordonnateur. Je me suis-tu fourvoyée dans mes mots? Non. Non, ça fait du bon sens ce que je dis? Ça fait du sens. C'est parfait. C'est parfait, tout va bien. Puis aussi, là, juste... pas parce que l'éducatrice en milieu familial va décider de son tarif qu'elle est au privé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire la différence. Une personne, comme Judith l'a mentionné tantôt, là, on peut avoir un service de garde en milieu familial reconnu et quand même décider de son tarif, mais ça ne fait pas d'elle un milieu qui est dit privé. Effectivement. Une autre petite chose à prendre en considération, dans le langage populaire, quand on parle entre nous, on entend souvent l'utilisation du mot garderie dans plusieurs cas. Hein. On va dire une garderie en milieu familial, on va dire une garderie à la maison. J'ai même déjà entendu la garderie CPE. Donc, c'est un mot qu'on utilise régulièrement. Mais savais-tu que c'est un mot qui est réservé exclusivement aux détenteurs d'un permis de garderie du ministère de la Famille? Donc, un service de garde en milieu familial qui est accrédité par un BC titulaire d'une reconnaissance, bien, il n'a pas un permis de garderie. On ne peut pas donc utiliser le terme garderie en milieu familial comme on l'entend souvent. Non, c'est vraiment des termes légaux qui sont, comme tu dis, dans le langage populaire, mais qui ont une raison là, d'être, là, donc une propriété particulière. Là. Effectivement. Donc, en résumé, là, il y a vraiment 3 principaux services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. Le CPE, donc le Centre de la petite enfance, la garderie et le service de garde en milieu familial. Et ces 3 types vont nécessiter là, un certain permis ou une reconnaissance qui va régir leur pratique. Donc, ce permis-là ou cette reconnaissance-là va déterminer là, plusieurs aspects du milieu, comme le nombre de places là, attribuées. Donc, est-ce que tu peux un peu nous outiller là, sur les permis, les reconnaissances nécessaires là, pour ces milieux-là? Bien oui, avec plaisir. Donc, les différents services de garde au Québec, on l'a dit, sont régis par le ministère de la Famille. Ce ministère-là, il assure la cohérence de l'action gouvernementale qui touche les différentes familles et leurs enfants. Il élabore, il va mettre en œuvre des politiques, des programmes, des mesures qui vont répondre à leurs besoins, mais il va aussi tenir compte de la diversité des réalités familiales et des différents milieux de vie. Il favorise l'accessibilité et la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, un CPE ou une garderie en installation doivent obtenir un permis du ministère de la Famille. Un CPE ou une garderie n'est pas nécessairement dirigé par le ministère.
c'est pas comme un CIUS dont l'employeur est le gouvernement ou le ministère de la Santé. Donc, dans le cas des CPE, les employés ne sont pas des employés de l'État, puisque chaque CPE est géré indépendamment par son propre conseil d'administration. Le nombre maximal de places au permis, c'est de 100 places, dont maximum 20 poupons, d'où la rareté des places poupons. Donc, pour les enfants qui ont entre 0 et 18 mois, le ratio, c'est d'un éducateur ou d'une éducatrice pour 5 enfants, 5 petits. Pour les 18 mois à moins de 4 ans, c'est un éducateur ou une éducatrice pour 8 enfants. Et dès que l'enfant a 4 ans, 5 ans, donc jusqu'à son entrée à l'école, le ratio est d'un éducateur ou d'une éducatrice pour 10 enfants. Un service de garde en milieu familial, lui, doit obtenir une reconnaissance d'UBC, on en a parlé. La personne responsable, elle, peut recevoir 6 enfants de 0 à 5 ans dans sa maison, dont maximum de 2 poupons de moins de 18 mois. Elle a la possibilité aussi, cette personne-là, d'avoir un assistant ou une assistante avec elle qui travaille avec elle. Donc, à ce moment-là, elle peut recevoir 9 enfants de 0 à 5 ans, dont un maximum de 4 poupons de moins de 18 mois. Puis ça, justement, là, on entend souvent ça, là, la rareté des places poupons. Puis c'est justement en grande partie parce qu'elles sont en moins grand nombre et qu'elles nécessitent vraiment plus de ressources, là. Comme tu viens de le dire, là, en CPE, pour 10 enfants de 4 ans, on a besoin d'un seul personnel éducateur versus le ratio qui va être diminué de moitié quand on parle d'un enfant en bas de 18 mois. Donc, ça explique là, beaucoup la chose. Donc, souvent, il y en a, je vois ça souvent passer, là, parfois, des parents qui disent ils veulent jamais prendre des poupons, mais c'est pas qu'on... C'est pas qu'ils ne veulent pas les prendre, effectivement, c'est que ce sont des enfants qui nécessitent un plus de soins, en fait, donc c'est tout à fait normal qu'on ait moins d'enfants avec une seule personne. Exactement, donc c'est vraiment là l'explication de la chose, là. Et corrige-moi, là, si je me trompe, on parle souvent, là, tu sais, d'une place, mais en fait, une place, là, c'est pas un enfant, c'est une fréquentation. Fait qu'il y a plusieurs types de fréquentation qui peuvent combler une seule place. D'abord, un enfant inscrit 5 jours par semaine à une place temps plein, puis il peut avoir 2 enfants inscrits à temps partiel qui vont combler une seule place finalement temps plein. Oui, effectivement, ou 2 enfants qui vont prendre 3 jours semaine, bien l'enfant qui va prendre les 2 jours de un versus les 2 jours de l'autre, là, si les 3 horaires se combinent. Donc, il y a 3 enfants qui vont occuper 2 places. C'est fréquent de voir ça aussi. Non, c'est ça. Donc, quand on parle d'une place, donc par exemple, dans un CPE, bien, on peut avoir 110 enfants qui y sont inscrits, mais seulement les 100 places vont être occupées chaque jour, effectivement, dans le maximum. Donc, ça aussi, c'est des petites nuances à faire, là. Donc, il y a plusieurs types là, de fréquentation qu'on peut faire, là. Puis, ce que je m'en allais avec ça, c'est que maintenant que les places en service de garde éducatif à l'enfance au Québec n'ont pas toutes le même coût. Il y a la contribution réduite, il y a les versements anticipés. Puis ça peut devenir vraiment mêlant pour un parent au départ. Et j'aimerais qu'on fasse la lumière là, sur ces 2 types là, de coûts. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est des grands termes, mais c'est vrai que c'est tout un casse-tête pour un parent qui ne s'y connaît pas. Donc, place à contribution réduite, c'est un programme, en fait, du gouvernement qui donne accès à une place en service de garde éducatif pour laquelle la contribution du parent, elle est fixée à 9,10 $ par jour. Le gouvernement, lui, va offrir au service de garde éducatif une subvention pour couvrir les dépenses normales qui vont être liées à ces activités éducatives-là. Donc, le parent va signer un contrat annuel. Les jours de garde inscrits au contrat sont tous des jours payables, donc place réservée égale place payée. Pour ce qui est des versements anticipés du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, bien ça, c'est si un enfant fréquente un milieu de garde qui est privé, qui est non subventionné. Le parent peut faire une demande de versement anticipé de ce crédit d'impôt-là. Il y a un calcul à ce moment-là qui est fait en fonction du revenu familial. Et le versement va se faire par dépôt direct le 15e jour de chaque mois. Donc, la personne responsable du service de garde en milieu familial ou la garderie privée non subventionnée va charger, exemple, 65 $ par jour. Le calcul va se faire au niveau du revenu familial au ministère et à tous les 15 du mois, on va recevoir dans notre compte un montant qui va nous permettre de payer une partie de ces frais-là. Les jours de garde inscrits au contrat sont aussi des jours payables, donc c'est le même principe de place réservée, place payée.
Puis justement, là, je suis allée utiliser, là, moi, le calculateur de coût d'une place en service de garde en 2024. Donc, j'ai fait des simulations pour voir à peu près, là, ça revenait à combien. C'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à faire. Donc, par exemple, une garderie ou un milieu familial, peu importe, qui va charger 50 $ par jour. Donc, on parle de 250 $ qu'on va demander par semaine. Ce qui représente quand même un gros montant pour la plupart d'entre nous, là, lorsqu'on a ça de prime abord. Mais avec le calcul que je suis allée faire, avec le simulateur, j'ai, par exemple, pris la place de 50 $ et j'ai mis un revenu familial quand même à 100 000 $. Donc, la famille, au final, leur place leur revient à 13,4 $ par jour. Donc, ce qui est quand même là, beaucoup plus intéressant lorsqu'on regarde ça dans l'ensemble. Puis j'ai fait une autre simulation aussi avec un parent célibataire qui fait un revenu annuel de 50 000 $ et qui paie sa place à 55 $ par jour. Au final, avec les versements anticipés, sa place lui revient à 15,41 $ par jour. Donc, on se rappelle que la place de contribution réduite est à 9,10 $ par jour. Donc, dans les cas énoncés, l'écart n'est pas nécessairement là, astronomique. Là. On ne parle pas d'un écart entre 9,10 $ et 55 $. Donc, si jamais vous êtes un parent qui hésite à aller vers un milieu non subventionné, bien, je vous invite vraiment à aller, avant d'aller vous prononcer, d'aller faire la simulation en ligne pour connaître le coût de la place, là. Donc, je peux même déposer le lien dans la description là, de l'épisode si jamais ça peut faciliter l'exercice. Donc, et ces places-là, on les retrouve sur le guichet unique La Place 05. En bref, là, c'est quoi cette plateforme en ligne-là? Bien, La Place 05, tu viens de le dire, c'est une plateforme en ligne qui facilite, en fait, là, la rencontre des parents et des services de garde reconnus, mais à travers tout le Québec. Ça regroupe tous les services de garde reconnus, subventionnés, non subventionnés, en installation et en milieu familial. La Place 05 est sous la responsabilité du ministère de la Famille depuis le 25 novembre 2022. Pour avoir accès à une place dans un service de garde éducatif à l'enfance qui est reconnu par le ministère, donc on parle de CPE, garderie, service de garde en milieu familial, le parent doit absolument inscrire son enfant sur les listes des services de garde qui correspondent à ses besoins. Les parents ont accès à de l'information sur plus de 15 000 services de garde. Ils peuvent trouver les services de garde dans leur région, dans leur secteur, qui les intéressent là, à partir d'une carte interactive. Ils peuvent aussi consulter les politiques d'admission pour l'accès aux places, voir les places qui sont disponibles en milieu familial, obtenir les coordonnées de ces personnes-là pour les contacter. C'est un service qui est gratuit. Et il y a aussi un service à la clientèle pour assister, par exemple, un parent qui aurait des difficultés à utiliser cette plateforme-là. Pour le milieu de garde qui est reconnu, bien, c'est un outil de gestion qui va lui permettre de combler ses places. Le milieu peut mettre en valeur ses services. Tous les services de garde reconnus doivent adhérer à la Place 05 et cette adhésion-là, elle est maintenant gratuite. Puis ça, dans le fond, là, je pense que tu as vraiment été assez clair dans ta définition. Je veux juste remettre l'accent sur l'obligation d'y adhérer pour avoir accès à une place. Si vous voulez une place en milieu de garde, c'est super important là, d'y être inscrit. On doit vous retrouver sur la liste d'attente pour pouvoir y avoir accès. Effectivement. Donc, sur ce, on va prendre une courte pause publicitaire et au retour, nous passerons au volet éducatif des services de garde. À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à tous. On est encore avec Judith là, pour discuter des services de garde éducatifs à l'enfance du Québec. Donc, ces milieux-là se doivent de se conformer à certaines, même plusieurs règles, devrais-je dire. Et l'accent sur la qualité éducative est mis de l'avant de plus en plus, d'autant plus là, depuis l'arrivée de la nouvelle version du programme éducatif du ministère en 2019. Son historique, par contre, est relativement jeune là, dans l'histoire du Québec et j'aimerais qu'on fasse là, un petit survol de celui-ci avec toi, Judith. Bien, ça me fait plaisir. Écoute, le programme éducatif qui s'appelle « Accueillir la petite enfance », ça part en fait là, du ministère de la Famille et de l'Enfance de l'époque, en 97, qui a mis en place, en même temps que les places à 5 $, le tout premier programme éducatif commun pour tous les CPE. Le but, c'était l'adoption d'orientations qui permettent d'assurer la qualité de l'ensemble des services éducatifs du réseau. On voulait quand même avoir une certaine uniformité. Par contre, chaque milieu y apporte sa propre couleur. C'est
à ce moment-là, c'était un tout petit document. Il faisait moins de 20 pages. C'était quelques grandes orientations à respecter. Ça n'a pas de sens, là. En 2007, le ministère de la Famille et des Aînés de l'époque avait procédé à une mise à jour du document pour l'enrichir. Donc là, c'est devenu un document de 95 pages. Il a été, comme tu l'as dit, modifié une seconde fois en 2019. Aujourd'hui, c'est un outil de travail de 198 pages qui s'adresse à tout le personnel éducateur, qui s'adresse aux responsables d'un service de garde en milieu familial aussi. Il contribue à enrichir de façon continue leurs pratiques éducatives, donc soutenir le développement harmonieux des jeunes enfants. C'est une nouvelle version qui intègre les dernières avancées de la recherche en matière de petite enfance. On sait, la petite enfance, c'est un monde qui évolue, tout comme la société évolue. Donc, on se doit de faire évoluer aussi nos outils en fonction des nouvelles données qu'on a. Le programme éducatif va s'appuyer principalement sur le jeu et va remplir 4 objectifs. Le premier, soutenir l'enfant dans ses apprentissages. Ensuite, favoriser son développement global. Promouvoir de saines habitudes de vie, on parle d'alimentation, de jeux actifs. Et soutenir le développement des comportements qui sont prosociaux. Il va favoriser aussi la qualité éducative des services de garde à l'enfance, la cohérence entre les approches éducatives mises en œuvre dans les divers services de garde éducatifs et la continuité aussi des interventions éducatives effectuées auprès des jeunes enfants et de leurs familles. Donc, l'application de ce programme-là, programme éducatif Accueillir la petite enfance, il est obligatoire. Mais chaque milieu va l'appliquer en tenant compte de son contexte, de ses ressources, de ses possibilités, des disponibilités aussi que va lui offrir l'environnement. Chaque milieu, à partir d'Accueillir la petite enfance, va rédiger sa propre plateforme pédagogique en fonction des éléments qui sont prescrits, évidemment, dans la loi et dans le règlement. La personne qui demande un permis aussi ou une reconnaissance à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial doit transmettre au ministre ou au bureau coordonnateur le programme éducatif, la plateforme pédagogique, je dirais, conforme aux nouvelles règles pour obtenir ce permis-là ou cette reconnaissance-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur au niveau de l'application de la qualité éducative dans nos milieux. Oui, absolument. Puis, c'est quand même, là, les plateformes pédagogiques, même s'ils s'appuient sur le programme éducatif, on en voit de toutes... Chacun met sa couleur dans sa plateforme et c'est vraiment là qu'on voit aussi la grande flexibilité et l'adaptation que le programme a eu avec la société. Donc, le programme, en fait, l'éducatif actuel répond vraiment plus aux besoins de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Effectivement. Puis d'ailleurs, on peut retrouver, là, ce document-là est mis à la disposition de tous là, en format PDF sur le site du gouvernement du Québec, complètement gratuitement. Oui, si vous tapez dans la barre de recherche de votre Internet là, sur Google, « Accueillir la petite enfance », vous allez arriver directement sur ce document-là. C'est très intéressant à lire, autant pour un parent que pour le personnel éducateur. Là. C'est bien vulgarisé, on comprend bien là, quels sont les enjeux puis quels sont les éléments de la qualité éducative qu'on doit mettre en œuvre dans nos milieux. Vraiment. Puis comme tu le dis, là, c'est vraiment un outil qui est utilisé dans tous les milieux de garde au Québec, puis vraiment la base de toutes leurs plateformes pédagogiques. Donc, ça fait vraiment un fil conducteur là, entre chaque milieu de garde là, du Québec. C'est une belle uniformité, exactement. Donc, avec le programme éducatif, on doit aussi, là, les milieux, se conformer à rédiger 2 portraits là, périodiques du développement de l'enfant. Donc, c'est biannuel, de manière biannuelle. Et est-ce que tu pourrais nous parler, là, c'est quoi un portrait éducatif, en fait? Oui, bien d'abord, avant de te parler du portrait périodique, oui. Je vais te parler du dossier éducatif. Donc, depuis 2017, depuis l'avènement de la loi 143, qui est la loi sur, j'ai pas le terme exact, là, mais sur l'amélioration de la qualité et des bonnes pratiques. Donc, les services de garde éducatifs ont désormais l'obligation de tenir un dossier éducatif pour chacun des enfants qu'ils reçoivent. Le but, c'est de favoriser les échanges avec les parents, c'est de soutenir aussi la détection de difficultés, si c'est le cas, par exemple, de faciliter aussi les différentes transitions, dont la grande transition vers le préscolaire. Oui. Le dossier éducatif, lui, contient donc toutes les informations relatives à l'identification de l'enfant et il va contenir tous ses portraits périodiques. Donc, si l'enfant a commencé sa fréquentation dans le milieu de garde à la pouponnière, bien, quand il arrive dans le groupe des 4-5 ans, il a plusieurs portraits périodiques inclus dans son dossier éducatif. Ce dossier-là, il peut être numérique ou il peut être papier, c'est le milieu qui décide. Donc, le portrait périodique qui est inclus dans ce dossier éducatif-là
Bien, c'est comme une photo. C'est une vue d'ensemble de son développement selon les 4 domaines, donc physique, moteur, cognitif, langagier, social-affectif. C'est pas un bulletin, puis c'est super important de le mentionner parce qu'on n'a pas cette obligation-là ou cette charge-là en CPE que d'offrir un niveau de standard à atteindre. C'est pas un bulletin, il contient pas de cible à atteindre, justement. On le rédige en soulignant les forces, les intérêts, les progrès ou les défis de l'enfant. D'un portrait à l'autre, on peut quand même constater son évolution du développement global. On peut détecter des difficultés, on peut faciliter sa transition vers l'école. Le personnel éducateur doit, tu l'as dit, en rédiger 2 par enfant par année. Ils sont remis au plus tard aux parents le 15 décembre et le 15 juin de chaque année. Le service de garde éducatif à l'enfance a aussi obligatoirement l'obligation, en fait, là, de rencontrer un parent qui en ferait la demande. Ce n'est pas systématique que tous les parents seront rencontrés quand ils reçoivent ce document-là, mais le parent qui en fait la demande, on doit le rencontrer. C'est un dossier qui est confidentiel. Si, par exemple, un milieu de garde voudrait transférer de l'information à un professionnel, orthophoniste, physiothérapeute, ou même à l'école de quartier parce que l'enfant s'en va à l'école, bien, c'est nécessaire d'avoir l'autorisation du parent pour pouvoir transmettre ces informations-là. C'est parfait comme ça. Puis cet outil, c'est vraiment là, une richesse pour le parent et les intervenants qui peuvent vraiment situer l'enfant dans son développement. Puis en fait, outre le fait qu'on situe l'enfant, bien, ça aide l'intervenant, le parent, à mieux aider l'enfant à se développer parce qu'on peut vraiment voir là, c'est quoi son prochain défi qu'il va avoir à accomplir, où est-ce qu'il a fait ses progrès, où est-ce qu'on peut encore plus le stimuler ou on veut aussi s'appuyer sur les forces de l'enfant pour l'aider à progresser au niveau de ses défis. Donc moi, pour ça, je trouve que c'est un outil qui est très facilitant, là. Tu parles d'outils pour les parents. Je te dirais que c'est aussi un excellent outil pour le personnel éducateur en place parce que l'enfant qui change de groupe, par exemple, ou une éducatrice qui quitterait pour un congé de maternité, qui serait remplacée, peu importe la raison, bien, la personne éducatrice ou éducateur qui arrive avec le groupe d'enfants peut avoir accès, de façon confidentielle évidemment, à ces portraits périodiques-là. Donc, peut rapidement situer l'enfant dans son développement, savoir où il est rendu pour pouvoir poursuivre dans la même lignée que ses collègues, là, par exemple. Oui, puis c'est ça, on va vraiment venir, comme tu viens de le dire, là, de pister aussi les interventions à faire. Là, c'est comment qu'on pourrait aider l'enfant à se développer. Donc, pour ça, c'est un outil, comme tu dis, autant pour les intervenants que les parents. Donc, c'est très pertinent. C'est vraiment sous forme de texte. Hein? C'est pas une grille à cocher, c'est pas une grille à noter avec des chiffres. On parlait de bulletin tantôt, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un texte. Il peut être séparé sous forme de 4 paragraphes selon les 4 aspects du développement, par exemple. Mais c'est vraiment comme un texte. On lit un peu l'histoire, le portrait, le cheminement de notre enfant. Puis ça, c'est pertinent, en tout cas, en tant que parent, surtout à recevoir. Là, je pense que c'est un outil qui est très apprécié. Oui. Puis, le dossier éducatif, comme tu en as parlé un petit peu plus tôt, et le portrait périodique du développement de l'enfant sont nommés dans le règlement sur les services de garde éducatif à l'enfance. Et dans le règlement, là, on voit vraiment le contenu qui est demandé, leur format, leur complétion, la communication, la confidentialité de ces dossiers-là. Là, ils sont vraiment décrits. Donc, c'est vraiment un système qui est régi là, par un règlement. Effectivement, le résultat peut différer. Exact. La forme qu'on va le présenter sous forme papier, sur une clé USB, peu importe. Ça, c'est libre à chaque milieu. Par contre, les informations qu'on doit y retrouver sont régies. Et autant en CPE qu'en service de garde en milieu familial, c'est obligatoire de le produire. Quand l'enfant a fréquenté plus de 60 jours le milieu de garde, la personne responsable, l'éducateur, l'éducatrice, doit remplir ce document-là. Puis justement, là, l'éducatrice ou l'éducateur qui doit le remplir, ça prend quand même, pour répondre en fait à ces exigences, il y a plusieurs formations en éducation à l'enfance qui sont disponibles, puis il y a de plus en plus de formats qui sont aussi possibles pour atteindre le maximum de personnes et pour convenir aux besoins de tous. Sincèrement, dans les dernières années, là, on a vraiment eu, je trouve, personnellement, une explosion là, à ce niveau-là. Donc, Judith, je vais te laisser présenter là, la multitude de formations offertes. Bien, d'abord, il faut savoir que pour ouvrir un service de garde en milieu familial, il y a une formation minimale de 45 heures qui est nécessaire. Il y a des bureaux coordonnateurs qui vont offrir des formations de plus longue durée. Il peut y avoir un 150 heures, un 250 heures, mais dans la loi, c'est minimalement un 45 heures qui est obligatoire.
Ajoutons à cela la possibilité pour cette personne-là d'aller chercher d'autres formations ou bien d'aller chercher la formation en éducation à l'enfance aussi. Il y a différents parcours qui mènent à la qualification pour travailler de façon... en fait, pour être qualifié pour travailler dans un milieu de garde. Il y a le diplôme d'études collégiales, donc le DEC, en technique d'éducation à l'enfance. Le DEC en technique d'éducation à l'enfance, lui, mène directement à la qualification. C'est un programme qui s'étend sur 3 ans. Ça vous permet d'acquérir des compétences pertinentes à l'obtention d'un emploi en petite enfance. Vous avez accès à du soutien financier. Présentement, il y a les bourses Perspectives Québec qui sont mises de l'avant par le gouvernement. Donc, c'est une bourse qui te permet de recevoir 1 500 $ par session, donc un total de 9 000 $ pour le programme de technique d'éducation à l'enfance qui est une durée de 3 ans. Il y a aussi le programme de courte durée qui existe sous 2 formes. En fait, il y a le parcours travail-études qu'on entend souvent nommer comme étant le COUD. C'est une attestation d'études collégiales. C'est un programme qui s'adresse à quelqu'un qui a déjà un emploi dans une installation de service de garde éducatif à l'enfance et qui voudrait accéder de manière simultanée au métier d'éducatrice à la petite enfance et suivre une formation. C'est une formation qui est rémunérée par le gouvernement, qui se déroule pendant les heures de travail. Donc, elle permet d'obtenir une attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance. Cette AEC-là, jumelée à 4 992 heures d'expérience pertinente, va mener à la qualification. Il y a aussi d'autres formules pour l'attestation d'études collégiales. Il peut y avoir la formation en ligne, en présentiel, ou certains milieux vont offrir aussi une formule hybride. C'est la même chose, donc qu'elle soit en ligne, en présentiel ou en formule hybride, l'attestation d'études collégiales doit être jumelée à 4 992 heures d'expérience pertinente pour être considérée qualifiée. Il y a aussi ce qu'on appelle... Je n'étais pas certaine, je te laisse que c'est la fin. Non, il y en a encore! Il y a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et des compétences. Vous allez l'entendre sous le thème RAC ou RAC 96. La RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences, c'est une démarche qui est entièrement gratuite jusqu'au 30 juin 2024. Elle vise à évaluer et à reconnaître officiellement ce que vous connaissez ou ce que vous savez faire dans le secteur de l'éducation à l'enfance et vous offrir aux besoins les outils nécessaires à l'acquisition des compétences manquantes. Je vais te donner un exemple. Une personne responsable d'un service de garde en milieu familial pendant 20 ans, qui n'a pas sa formation comme le DEC ou l'AEC, qui dit « mais j'ai beaucoup de connaissances, je vais faire reconnaître ces acquis-là, cette expérience-là, à travers des travaux, à travers des vidéos, à travers des entretiens avec des spécialistes de contenu. » Comme toi. Exact. Il y a aussi la RAC 96 qui offre, c'est la même chose en fait, au personnel expérimenté non qualifié. En fait, ça donne un soutien financier à l'employeur. L'employeur peut recevoir une rémunération jusqu'à 96 heures pour son employé qui voudrait faire sa RAC. Donc, il peut le libérer, l'employeur peut libérer cette personne-là, soit sur ses heures de travail ou même la payer en dehors de ses heures de travail pour se former, faire reconnaître, bien pas se former, mais en fait faire reconnaître ses acquis et ses compétences. Donc, c'est ça, là. Donc, c'est possible, là, en éducation à l'enfance, d'obtenir un diplôme de plusieurs chemins. Oui, donc, qui mènent tous à une qualification. Exactement. Ça, c'est magique. Puis toi, dans le fond, là, toi, tu enseignes au Collège La Flèche qui se trouve à Trois-Rivières. Est-ce que tu peux me parler des programmes qui sont disponibles chez vous? Chez nous, au Collège La Flèche, on offre le DEC en technique d'éducation à l'enfance d'une durée de 3 ans. La première session de l'automne 2024 est gratuite pour les futurs inscrits. Ces personnes-là ont aussi accès aux bourses de Perspectives Québec. Et chez nous, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est le programme ATE, Alternance Travail-Études. On offre des stages qui sont rémunérés dans différents milieux de garde l'été. On a aussi le DEC en technique d'éducation à l'enfance, le cheminement conciliation travail-études qui est offert sur 4 ans dès l'automne 2024. C'est une belle nouveauté, en fait. Entre 1 et 2 journées par semaine du parcours vont se dérouler en milieu de travail et les autres journées seront des journées d'études. Donc, on fait le même parcours, mais au lieu de le faire sur 3 ans, on le fait sur 4 ans en combinant ces études-là avec la possibilité de travailler sur le terrain. Ça, c'est bien. Dans le fond, ça ajoute aussi des heures là,
d'expérience, là, Exactement. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est à l'emploi, qui travaille à temps partiel, qui voudrait se former, qui ne veut pas nécessairement quitter son emploi parce que, bon, il y a une certaine stabilité d'associer à ça. Donc, c'est un autre cheminement qu'on offre. On a aussi l'AEC, l'attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance. Chez nous, au Collège La Flèche, c'est une formation en ligne de soir. C'est 1260 heures qui sont réparties sur 5 sessions à temps complet, 3 soirs par semaine, lundi, mardi, jeudi, de 18 à 22 heures, et un samedi par mois de formation théorique. On peut provenir de partout au Québec, puis s'inscrire en ligne. Là, puis après ça, les stages se font aussi sous format distance. Fait que c'est super intéressant comme formation. Et on offre aussi la RAC et la RAC 96, dont tu l'as nommé tantôt, je suis entre autres spécialiste de contenu. Oui, donc c'est quand même là, une variété que vous avez là, au Collège de la Flèche. Oui. Et ça aussi, là, c'est dans les nouveautés. Donc, vous faites partie là, des nouveaux, là, des nouveaux collèges là, qui commencent à offrir ça. Oui, effectivement. Puis, là, je sais que la date limite, je ne sais pas si tu peux me répondre, la date limite pour s'inscrire était le 1er mars. Est-ce que les admissions tardives sont possibles? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui veulent aller s'inscrire? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible en contactant le collège, en passant par le site Internet. Là, c'est possible de s'inscrire de façon tardive. Il y a un 2e tour, il y a un 3e tour aussi qui s'en vient pour des inscriptions tardives. Là, on n'est pas contingenté, on accepte d'autres inscriptions avec plaisir. Super. Donc, je vais laisser là, le lien en fait, du Collège de la Flèche, où est-ce que vous pourrez aller vous informer sur les différents programmes là, dans la barre de description. Puis je crois en fait qu'on n'avait pas mentionné, mais moi aussi, je suis une ancienne là, du Collège de la Flèche et Judith était mon enseignante. Oui. Donc, on se connaît bien là, de par, en fait, cette relation là, étudiante et enseignante. Ça nous amène à développer une belle relation professionnelle là, dans un projet comme celui-ci, que je trouve super intéressant et pertinent. Mais merci. Puis dans le fond, là, donc, c'était vraiment important là, pour moi d'avoir quelqu'un. En fait, je savais très bien là, que Judith était en mesure. Elle m'a donné d'ailleurs le cours qui s'appelle « Coordination des ressources ». Est-ce qu'il est encore au programme? Il n'est pas dans le programme actualisé. En fait, oui, il est intégré différemment. Les notions du cours que tu nommes « Coordination des ressources » sont intégrées à travers des cours qui portent un autre titre. Là. Non, c'est ça. Parce que ça, je pense que c'est un 45 heures où est-ce qu'on voyait vraiment là, tous les types de milieux de garde et qu'on faisait vraiment plus... on voyait vraiment plus les aspects techniques, en fait. Là, on voyait justement le nombre de places. On est même allé jusqu'à la dimension requise pour recevoir, par exemple, 10 enfants de 4 ans dans un local, qui est la dimension minimale du local qu'on a de besoin pour être aux normes du ministère. Oui, par exemple, la pouponnière, c'est 4 mètres carrés par enfant que ça prend. Oui, effectivement, ce cours-là faisait le tour de tout ça. Il est intégré, comme je te dis, différemment parce que, oui, on a le programme actualisé présentement. Le ministère a revu l'ensemble des compétences du programme. On le disait tantôt, hein, le milieu de la petite enfance, c'est un milieu qui est en constante évolution. C'est pas un milieu qui est statique, c'est un milieu qui bouge tout le temps. Le ministère est vraiment aussi conscient de l'importance de la mise à jour aussi, de tout ce qui est enseigné pour être capable de répondre aux besoins et aux familles actuelles dans le réseau. Donc, le gouvernement, le ministère a revu l'ensemble des compétences à enseigner. Il y a des nouvelles compétences qui sont apparues, il y en a d'autres qui ont été jumelées ensemble, ce qui fait qu'on a travaillé très fort, mon équipe et moi, à mettre en place là, un beau programme actualisé, là, vraiment au goût du jour. Mais ça, c'est parfait. Puis on a aussi passé la vague, là, valorisons. En fait, c'est encore lui, mais valorisons notre profession. Et je pense que cette vague-là fait aussi beaucoup connaître les métiers d'éducateur à l'enfance, pardon. Si on recule de pas si longtemps, même encore aujourd'hui, les gardiennes, les gardiens, on est encore dans ces petits stéréotypes-là, mais en fait, c'est un peu aussi le but du podcast aujourd'hui, de voir que, premièrement, les différentes offres, parce qu'il n'y en a pas juste une offre de service de garde éducatif à l'enfance au Québec, et pour avoir les reconnaissances, ça prend des normes, ça prend des exigences, et ça passe aussi par la formation du personnel. Effectivement, puis si
tu me permets, depuis tantôt, on fait attention à nos mots. On parle de personnel éducateur. On a nommé souvent éducateur, éducatrice. Il y a une belle place pour les hommes dans le monde de l'éducation à la petite enfance. Donc, la mixité, c'est super important. On en fait vraiment beaucoup la promotion. Moi, je suis responsable de ce mandat-là au Collège La Flèche, de faire la promotion de la mixité, de faire la promotion de la place des hommes. Il y a encore tellement de préjugés et de stéréotypes qui perdurent. On pourrait en parler dans un autre podcast complet, juste de ce sujet-là. Mais c'est vraiment intéressant de voir que les pratiques changent. Avant, on mettait tous nos documents au féminin, puis on disait une petite phrase là, dans le bas qui disait le féminin l'emporte sur le masculin pour alléger le texte. Oui. Maintenant, on n'y va plus de cette façon-là. On va vraiment essayer d'avoir une écriture qui est plus inclusive, autant pour l'éducateur que l'éducatrice, parce qu'on veut faire une belle place aux hommes là, dans la profession. Donc, les hommes, vous avez entendu, on vous attend là, dans les programmes d'éducation à l'enfance. Et c'est en fait là, ce qui venait un peu conclure toute notre portion qui était plus vraiment informatif de l'épisode. Pour ceux qui avaient peut-être moins d'expérience avec le sujet, je pense qu'on vous a peut-être un petit peu étourdi, peut-être un petit peu bourré le crâne. De belles informations, par contre, parce que c'est quand même des informations qui sont un peu plus complexes, qui ont plusieurs petites subtilités. Donc, j'espère que vous allez être en mesure là, de bien consolider toute l'information. Et je vais d'ailleurs produire un petit lexique avec les définitions que Judith nous a fournies aujourd'hui. Donc, pour vous aider là, à faire la part des choses. Puis comment tu as trouvé ton expérience, toi, sur le podcast, Judith? Elle est vraiment super intéressante. Moi, je pense qu'on a un réseau magnifique au Québec. On a avantage à en faire la promotion. On fait l'envie de plusieurs autres provinces, mais je dirais même d'autres pays. On a des étudiants à l'international qui viennent étudier chez nous parce que notre programme est reconnu à l'international. On a vraiment de très beaux milieux de garde. Puis je pense que ça vaut la peine de le souligner, ça vaut la peine d'en faire la promotion. Puis, bien, c'est l'avenir qu'on a entre nos mains. Vraiment, puis c'est pas à négliger la période du 0-5 ans, c'est une période très charnière dans la vie de l'enfant, puis c'est là qu'on y monte toutes les bases pour aller plus loin. Donc, c'est effectivement là, quelque chose que je trouve que c'est important d'aborder. Puis en fait, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aurais un petit mot spécial, un petit coucou à faire passer? Mettons, là. As-tu un petit coco à la maison qui serait fier que tu nommes son nom? Ah, bien là, évidemment, j'ai mon petit Léo à la maison qui serait super fier d'entendre son nom dans un podcast. Mais je dirais que j'aimerais souligner le travail et l'effort de mes étudiants et de mes étudiantes. Je pense que ça vaut la peine de préciser le fait que ce sont des futurs professionnels de la petite enfance. Absolument. Sont magnifiques. La relève est belle, la relève est inspirante. Puis j'aimerais vraiment prendre le temps de les saluer parce que des fois, c'est pas facile. Le parcours peut être ardu. On peut entendre toutes sortes de choses aussi dans les médias à propos du réseau puis des certaines revendications. Mais je pense qu'il y a quand même un beau... un bel avenir pour ce réseau-là. On s'en va dans le meilleur. Le meilleur est à venir pour le réseau, ça. J'espère, en tout cas, on touche du bois. Mais effectivement, puis les étudiants et les étudiantes en éducation à l'enfance, lâchez pas. Je l'ai fini. Judith l'a fini. Cette relève-là, elle est super importante. Vraiment. Et on la salue. Vraiment. Puis, avant de terminer, je tiens vraiment à te remercier, là, toi, Judith, en particulier, d'avoir répondu positivement, rapidement à mon invitation et d'être arrivée super préparée. C'est super pour moi, en fait, là, de discuter avec toi. Premièrement, tu avais déjà le bagage, ça, c'était pas... Puis tu l'as déjà vulgarisé à plusieurs reprises à tes étudiantes, mais des fois, on arrive un petit peu plus nerveuse et tu es arrivée vraiment préparée. Donc, pour ça, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour la confiance. Merci de l'invitation. J'ai vraiment apprécié. Mais tant mieux. Puis ça m'a fait plaisir vraiment de te recevoir. Puis qui sait, peut-être qu'on va se revoir là, sur un prochain podcast, un prochain projet. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Et je tiens vraiment également à remercier le studio et l'équipe du studio C'est Fou 89.1 FM de me permettre là, de réaliser ce beau projet. Et un dernier remerciement du jour. Merci à vous, les auditeurs. C'était vraiment une première pour moi. Donc, j'espère que vous avez aimé le format, le contenu. Et n'hésitez pas là, à m'écrire des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode. Tout se dit, positif comme négatif, tout est dans la manière de le dire. Donc, vous pouvez également aller suivre là, le balado sur les différentes plateformes. Le lien vers celle-ci va se retrouver en description. Donc, merci 1000 fois et on se dit
À la prochaine! À l'écoute de la petite enfance.